Je peux commencer. Ouais, je Ouais, t'en vas-y, prie. Vincent. Donc moi, je suis Vincent Van der Hagen, je suis président de Cyrène, la coopérative citoyenne, donc qui travaille là pour l'occasion avec Enercop. Donc c'est une entreprise voulue et pilotée, gouvernée par les habitants de Rennes, des alentours, pour développer la production d'énergie renouvelable et l'exploiter ensuite pendant plusieurs années. Et donc, on a déployé 14 centrales photovoltaïques sur des toitures de Rennes, mais aussi d'autres communes autour de Rennes. On a mis en place notamment l'autoconsommation collective sur plusieurs opérations, donc ce qui permet vraiment un partage de l'électricité renouvelable produite entre les consommateurs participants. Donc, ce qui fait vraiment de l'approvisionnement en électricité circuit court. Je te passe la parole, Michel. Oui, alors Michel, moi je suis le collègue de Vincent, donc on est deux salariés à temps partiel au sein de la coopérative, donc je suis le deuxième. Moi, je m'occupe plutôt de tous les aspects un peu techniques des projets, mais bon, on est assez complémentaires l'un l'autre sur pas mal de sujets. Voilà, donc je fais partie de l'aventure à la fois de l'association Énergie du Pays de Rennes depuis le début et puis de la coopérative qu'on a créée suite à ça. Et c'est avec à la fois l'association ici. Donc on a développé le projet de kit photovoltaïque individuel. Mais en fait, voilà, la petite spécificité, c'est qu'on voulait pas être simplement des vendeurs de panneaux ou des vendeurs de matériel. On voulait apporter une plus-value. C'est comme ça qu'on a conçu le principe d'atelier où en fait vous allez faire une partie vous-même, entre notamment en fait en ce qui concerne le câblage et la câblerie du kit, parce que on trouve que c'est toujours bien aussi de s'impliquer soi-même dans un sujet. Et puis lors de l'atelier, effectivement, il y a aussi en première partie de l'atelier tout un volet un peu pédagogique de vous expliquer comment ça fonctionne, à quoi ça sert, ce qu'on va déjà voir un petit peu ce soir. Et ensuite, vous faites la câblerie et puis on teste le panneau. Voilà, c'est quelque chose qu'on a monté il y a 2 ans et demi maintenant, ce type d'atelier. Et là, on arrive à 900 kits vendus en 2 ans et demi. Donc ça marche assez bien. On travaille beaucoup. Donc on travaille pour la deuxième année avec Enercop, effectivement. Mais sinon, on travaille aussi beaucoup pour les communes. Les communes nous demandent d'organiser des ateliers donc de panneaux en plug and play au sein de la commune. Et donc on fait une petite réunion publique avant et puis on va faire animer des ateliers. Donc voilà un peu le principe. Donc je vais commencer, je vais en profiter pour... Hop, Je t'en prie. J'en profite juste pour dire si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser sur le chat aussi. On y reviendra le moment venu si vous avez peur de les oublier. Je t'en prie, Michel, merci. ouais, donc là, Vincent a déjà commencé, enfin, a déjà fait une partie d'introduction. On va pas développer beaucoup plus là maintenant. Sachez simplement que tout le visuel que je vous présente ce soir, il sera envoyé, donc il pourra vous être envoyé sous format PDF pour que vous ayez une copie de ce fichier-là. Là, c'est juste la présentation, un peu l'historique de notre association et de la coopérative aujourd'hui. Alors, les panneaux en plug and play, à quoi ça sert? Les panneaux en plug and play, effectivement, l'intérêt, c'est de travailler sur ce qu'on appelle, donc, c'est de produire l'énergie que l'on consomme dans ce qu'on appelle le talon de consommation. Donc, le talon de consommation, c'est ce qu'on consomme en permanence tout au long de la journée, 365 jours par an et 24 heures sur 24. Nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est le talon qui correspond à la journée, puisque les panneaux solaires photovoltaïques produisent pendant la journée. Donc, c'est ce qu'on appelle le talon de consommation diurne. Vous avez un exemple ici en bas à gauche où effectivement vous avez une courbe de charge avec différents usages qui sont faits dans la maison, lave-vaisselle, séchoir, café. À ce moment-là, on a un pic de puissance puisqu'on monte jusqu'à 2500 watts, voire presque 3000 watts quand on emploie un séchoir. Mais tout le reste de la journée, quand je n'ai pas ces pics de consommation, j'ai une consommation minimum qui ici est représentée à peu près à 300, 350 watts. Et finalement, dans une facture d'électricité au bout d'un an, c'est principalement le talon de consommation qui nous coûte assez cher parce que les pics, là, vous voyez, en fait, ils montent très haut en puissance, mais ils sont assez étroits dans la durée. Tandis que le talon de consommation, c'est une consommation
toute l'année en permanence. Et on voit dans le tableau qui est situé sur le côté, qu'est-ce que ça concerne, ce talon de consommation? Ben, c'est le frigo, ça consomme 160, c'est un exemple hein, ici qui était dans une étude de l'ADEME, 175 watts de consommation en permanence. Un système d'alarme, c'est 3 watts, c'est pas grand-chose. Un téléphone fixe, il y en a de moins en moins, mais c'est 5 watts. Une box Internet, c'est 16 watts. Et d'autres appareils en veille, on a de plus en plus d'appareils électroniques en plus, et on a de plus en plus d'appareils en veille. Et on voit qu'ici, dans l'exemple qui est donné, on arrive à 250 watts de consommation en permanence. Et si vous faites sur une facture globale ce que ça représente au final, bah vous voyez qu'au final, sur une année, vous arrivez à quasi 2200 kWh de consommation. Donc votre talon de consommation représente quasi 2200 kWh, ce qui est très très important. En sachant que la consommation moyenne d'un foyer hors chauffage électrique, alors on sort toujours le chauffage électrique parce que ça c'est assez spécifique, elle n'est pas loin de 3500 kWh, donc on voit que le talon de consommation représente ici, en tout cas dans ce cas-ci, 62% de la consommation. C'est de la consommation qui est faite dans le talon de consommation. Et donc le but, euh, pour connaître son talon de consommation, alors peu de personnes ont une idée vraiment de la valeur de leur talon de consommation. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une des façons, c'est les compteurs communicants qui permettent de le savoir assez vite, puisqu'en fait, on a des boutons. Là, vous avez une photo du cadran. Vous avez des boutons et vous devez pousser ces 4 fois sur le bouton plus et vous allez arriver à un écran qui est l'écran qui est là, 0 volt ampère, une puissance apparente. Et vous mettez votre maison en configuration comme si vous étiez sorti la journée, c'est-à-dire que vous ne laissez que les appareils qui sont en veille. Vous mettez votre maison dans cette configuration-là, vous coupez toutes les lumières et vous allez à votre compteur, vous appuyez 4 fois sur le plus et vous allez voir, il va vous indiquer une valeur. Alors ici, c'était 0 VA, mais il va vous indiquer par exemple 250 VA. À 250 VA, un VA, c'est égal à 1 watt. Donc, c'est 250 watts. Ça veut dire qu'à ce moment-là, en fait, votre talon de consommation était de 250 watts. Si vous refaites cette expérience-là plusieurs fois à différents moments de la journée, voire à différents moments de la semaine, vous allez voir, un peu avoir une idée de la valeur de votre talon de consommation. Donc, quel est ce talon que vous avez chez vous? Ça, c'est une des façons de le faire qui est plus simple. Et sinon, il y a l'autre façon qui est de se connecter sur l'espace sécurisé que vous avez avec votre compteur communicant, qui vous donne votre courbe de charge demi-heure par demi-heure. Si vous en avez autorisé, en tout cas Enedis, à relever ses consommations en demi-heure par demi-heure. Et là, ça vous permet de voir au niveau, donc effectivement, on voit ici sur ma courbe, donc pendant la nuit, j'ai un talon de consommation. Ensuite, j'ai un pic qui est le pic de consommation du matin. À midi, et plutôt vers 15 heures, j'ai une faible consommation et j'ai de nouveau un pic le soir. C'est un peu la moyenne nationale. On a un pic le matin et un pic le soir de consommation. Et finalement, à midi ou au milieu de journée, on a assez peu de consommation. Donc, on voit ici que le talon de consommation, bah, c'était mon espace à moi. Donc, bah, il est proche de 300, 350 watts en journée en talon de consommation, voire à certains moments, pendant des parties de journée, on peut même le rapprocher à 450 watts quoi, de consommation. C'est ce talon-là. Donc ça, c'est une autre façon de pouvoir l'avoir sur des courbes de charge de façon moins ponctuelle que le relevé que vous pourriez faire sur votre compteur directement. Et donc, une solution facile finalement et rapide à mettre en œuvre, c'est un kit de plug and play qui va produire de la puissance électrique pendant, pendant la journée, donc au moment où il y a du soleil. En Bretagne, ça se passe plusieurs fois par jour. Donc, il va permettre de produire et donc du coup, de produire une partie de cette consommation électrique qui est faite dans le talon de consommation. Ceci, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est simplement l'effet photovoltaïque. On le reverra lors de l'atelier. C'est juste pour vous dire. Hein, donc voilà, c'est un effet photovoltaïque. C'était découvert par un Français, Edmond Becquerel, qui était le père de Henri. Et Henri, lui, il a découvert la radioactivité. Donc voilà, c'était deux Français éminents, père et fils, qui ont découvert deux effets, l'un le photovoltaïque, l'autre la radioactivité. Et le photovoltaïque, en fait, c'est les photons du soleil qui vont venir se mettre sur une cellule photovoltaïque, donc qui est une cellule de silice, et qui vont faire une répartition des charges plus et moins différentes. Donc les charges plus vont se retrouver d'un côté de la cellule, les charges moins de l'autre côté, et si on y relie un câble,
avec une lampe, une ampoule par exemple, eh ben, il va y avoir un équilibre des charges qui va se refaire, ça c'est un phénomène physique, les charges moins vont transiter effectivement pour venir se rééquilibrer. Et ce phénomène va se passer en permanence. Voilà. On rentrera peut-être un peu plus dans le détail lors de l'atelier. Euh, Ceci, c'est pour montrer effectivement les panneaux donc, qu'on propose dans le kit. On verra le type de matériel qui est proposé dans le kit après. Ce sont des panneaux bifaces, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des panneaux qui sont en vente, donc qui peuvent recevoir donc l'énergie lumineuse du soleil par la face avant. Ça, c'est de la lumière directe, mais ils peuvent aussi la recevoir par la face arrière. C'est tout ce qui est la lumière réfléchie et la lumière diffuse. Et donc, ça permet d'augmenter de 10 à 15% le productible du panneau. Donc, les panneaux que l'on fournit sont des panneaux bifaces. Et plus vous aurez un sol clair, plus la réflexion sera importante et plus vous pourrez augmenter le productible de votre panneau. Voilà, on vend aussi de plus en plus ces panneaux-là parce que ce sont des panneaux qui sont plus durables dans le temps. D'ailleurs, aujourd'hui, on arrive sur des garanties de panneaux à 30 ans parce que les panneaux bifaces vieillissent moins vite en fait et chauffent moins que les panneaux qui étaient monofaces avant et qui avaient une feuille en fait totalement opaque sur l'arrière. Les panneaux, et ça on le verra quand Vincent vous expliquera tout à l'heure les différentes possibilités d'utilisation du panneau, comment vous pouvez utiliser votre kit. Donc effectivement, en fonction de l'orientation, comment vous allez orienter votre panneau. On sait qu'un panneau, c'est plein sud qui va produire le plus. Mais comme on est en autoconsommation, c'est pas forcément plein sud qui serait intéressant de le mettre chez vous. Si vous avez dans votre courbe de charge plus de consommation au pic de l'après-midi, par exemple, ça va dépendre de chacun, hein, si on est actif, si on est retraité, si on a des enfants, enfin voilà, chacun a des courbes qui sont quand même un peu différentes. Ben, il peut être plus intéressant de mettre votre panneau plus au sud-ouest, par exemple, voire à l'ouest. Si on favorise le sud-ouest, on va favoriser la production l'après-midi. Si on favorise le sud-est, on va favoriser la production le matin. Donc voilà, et donc quand on est en production avec revente complète, en général, on favorise uniquement le sud avec une inclinaison du panneau à 35 degrés, qui sont en général les inclinaisons qu'on a sur les toitures. Par contre, en autoconsommation, on se doit d'adapter la production à la consommation. C'est un peu c'est la grosse différence qu'il y a entre autoconsommation et production comme on le faisait avant. C'est qu'en fait, il faut qu'on arrive à caler nos productions et surtout nos consommations par rapport à ces productions, ici le solaire photovoltaïque. Les inclinaisons varient aussi, hein. Donc on peut faire varier l'inclinaison de son panneau. Vincent vous l'expliquera tout à l'heure. Ça, c'est simplement en fonction, en hiver, on va aller chercher le soleil qui est beaucoup plus ras sur l'horizon, et tandis qu'en été, on va aller chercher le soleil qui est beaucoup plus haut dans le ciel, avec des angles qui sont repris là dans le petit tableau que vous avez tout en bas. L'angle moyen, c'est 35 degrés. En hiver, c'est plutôt 50 degrés, et l'angle optimal, en été, c'est plutôt 20 degrés. Donc voilà, donc on peut adapter aussi le support sur lequel on va mettre son panneau en fonction de ces facteurs-là et ces inclinaisons-là. Alors, je vais vous présenter ici le kit tel qu'on le fait jusqu'à présent. On est en train de revoir l'achat de matériel parce que le matériel en photovoltaïque évolue très vite. Donc, je suis en train de refaire le tour des fournisseurs. J'ai rendez-vous notamment demain matin avec le fournisseur pour voir ce qui est encore possible d'avoir. Donc, ce que je vous présente là, il y aura peut-être des petites variations, mais qui vous seront communiquées avant l'atelier, hein, bien sûr. De toute façon, là, pour l'instant, on travaillait avec un panneau donc solaire bifacial de 425 watts crête. Donc, ça, c'est sa puissance maximale. C'est-à-dire qu'en plein soleil, avec la meilleure inclinaison en plein été, il produira 425 watts. Ce qui n'arrivera quasi jamais chez vous, parce que c'est des valeurs qui sont calculées en laboratoire avec des températures contrôlées. Mais on arrivera quand même en plein été avec une bonne inclinaison à du 410 watts de production instantanée. Donc vous avez un micro-onduleur. En fait, le micro-onduleur, c'est l'appareil que vous avez en noir, la Solenzo, qui est un appareil qui va transformer le courant continu que produit votre panneau en 36 volts. Il va le transformer en courant alternatif 230 volts, qui est le courant que vous avez besoin pour une utilisation dans l'habitat. Donc ça, c'est ce qui est fait par un micro-onduleur.
Ensuite, vous aurez une prise mâle de sortie, une prise 16 ampères classique, hein, étanche, avec un câble électrique. Nous, on fournit 10 mètres de câble électrique. Vous aurez un connecteur qui vous permet de connecter au câble, et tout ça vous sera expliqué, le micro-onduleur sur le câble électrique. Et vous aurez tout à fait à l'image en bas à gauche, qui est une prise connectée, qui est une prise qui vous permettra de suivre en instantané la production de votre panneau avec un enregistrement de ce qu'il a produit par jour, par semaine, par mois. Donc ça vous permettra vraiment de savoir si votre panneau fonctionne bien et qu'est-ce qu'il produit à quel moment. Donc c'est aussi tout le volet pédagogique de suivre un peu ce que produit son panneau en permanence. Donc voilà de quoi est composé le kit qu'on propose aujourd'hui. Mais je vous dis, il pourrait y avoir quelques petites variations de matériel. Pour l'instant, je n'ai pas encore la confirmation. On devrait l'avoir au plus tard la semaine prochaine. Mais il faut que je finisse le tour des fournisseurs. Là, c'est juste une petite slide pour vous dire que tout ce qui est, parce que c'est des questions qui arrivent souvent sur le recyclage des panneaux, tout ce qui est pour le recyclage des panneaux est prévu depuis le début, en fait, depuis très longtemps maintenant. Ça a été obligé et mis en place par la communauté européenne au départ, dans un organisme qui s'appelait PV Cycle et qui a été décliné dans les différents pays par différents organismes. En France, ça s'appelle Soren. Donc, il y a un site internet, vous pouvez aller voir. Actuellement, en France, il y a plus de 27 000, enfin, jusqu'en 2023, il y avait plus de 27 000 tonnes de panneaux qui avaient déjà été collectés et recyclés. Donc, en gros, vous êtes tout tapé là sur la carte, là, vous allez voir, et c'est tous les endroits où vous pouvez ramener votre panneau quand il est en fin de vie. La plupart du temps, ce sont des installateurs photovoltaïques. Sachez que quand vous achetez un panneau, en fait, vous payez déjà à l'achat du panneau une écotaxe, comme l'électroménager, qui est une taxe qui est prévue pour le recyclage du panneau. Et vous avez sur la petite figure en haut à droite, donc les composants, de quoi est composé un panneau solaire. C'est pour vous montrer que beaucoup de choses sont des choses qui se recyclent assez bien, hein. 67%, c'est du verre. Ensuite, on a de l'aluminium qui se recycle très bien aussi. 9% de plastique qui se recycle moyennement bien. On a du silicium et de l'argent qui aujourd'hui se recyclent très bien parce que justement, il y a des tensions sur ces produits-là. Donc, ils ont développé des systèmes pour les recycler. Et on a 2% de cuivre aussi. Et le cuivre aussi est une denrée qui va devenir de plus en plus rare vu son utilisation, donc qui se recycle aujourd'hui. Donc, la plus grosse partie, le plus gros du poids en fait d'un panneau solaire photovoltaïque, c'est le verre. Sachez aujourd'hui que dans le coût d'un panneau solaire photovoltaïque, ce qui coûte le plus cher, c'est pas les cellules en silice, c'est le cadre en aluminium et le verre. Aujourd'hui, c'est ça qui coûte le plus cher dans un panneau solaire photovoltaïque. Donc, c'est même pas la technologie de la cellule, mais c'est vraiment, en fait, ce qui permet la rigidité et l'étanchéité du panneau. Donc là, c'est juste un exemple. Je reprends ma courbe de charge de tout à l'heure avec mon panneau solaire en plug and play qui fonctionne. Et on voit donc que j'avais un talon de consommation qui était assez faible parce qu'on voit que je suis plutôt à 150 watts, hein. Là, on était au mois d'octobre en 2023. J'étais à 150 watts. Et on voit que dès que 9h30 du matin apparaît, ma consommation, en fait, s'écroule pour arriver à zéro. Et elle reste à zéro jusqu'à 16h, 16h30, voire 17h quasi, où elle reprend la consommation. Et en fait, c'est simplement, on a eu une journée suffisamment ensoleillée, mon panneau a produit, et pendant ce temps-là, en fait, eh ben, l'énergie qui a été consommée par ce qui consommait dans la maison au niveau du talon de consommation, ben, a été pris en charge par le panneau, puisque quand le panneau produit, l'énergie, en fait, elle va au plus proche. Et donc, ben, quand il y a un consommateur, il va d'abord aller chercher l'énergie qui est la plus proche, c'est-à-dire celle qui est produite par le panneau. S'il n'y a pas assez, il va aller chercher sur le réseau. Et donc, on voit ici que j'ai annulé une partie de ma consommation. Et donc, c'est de l'énergie, c'est de l'électricité que je n'ai pas payée pour ma part à Enercop, puisque mon fournisseur est Enercop, donc que je n'ai pas payé, puisque j'ai économisé en fait, cette partie-là. Et le but du jeu avec un panneau en plug and play, bah, c'est de réaliser cette opération-là 365 jours par an, en sachant que on aura évidemment un meilleur résultat en été, puisqu'on a des meilleures productions en été. Et on le voit bien là depuis. On a eu une année photovoltaïque pas très bonne, hein, vous l'avez tous remarqué. Il fait gris depuis presque un an. On a eu un été qui n'était pas terrible non plus. Donc, effectivement, on a des variations interannuelles qui peuvent se passer en fonction de la météo globale d'où on se situe. Le panneau produit, donc le panneau de 425 watts crête, donc qui est la puissance du panneau, effectivement, il va produire donc une certaine quantité, donc 490 kWh par an.
Ça, c'est pas moi qui l'ai déterminé comme ça par un coup de baguette magique. Il y a un logiciel européen qui a été mis en place par la communauté européenne, qui est accessible à tout le monde en ligne gratuitement, qui s'appelle PVGIS. Je vous invite à aller faire un tour pour voir ce que ça donne. Vous rentrez l'endroit où vous habitez exactement sur une carte. Vous rentrez deux, trois caractéristiques de votre panneau. Donc, c'est-à-dire 425 watts crête, son inclinaison, son orientation par rapport aux points cardinaux, et il va vous dire combien vous allez produire par an à cet endroit-là. Et il va même vous dire combien vous allez produire chacun des mois. Donc vous allez pouvoir voir un peu sa production. Et c'est un outil qui fonctionne assez bien. Nous, avec le recul qu'on a maintenant de plus de 12 ans sur certaines centrales, on remarque que l'outil prédit assez bien. Il y a des variations interannuelles, mais en moyenne, il prédit assez bien en fait. Et c'est d'ailleurs l'outil qu'utilisent les professionnels quand ils viennent vous faire un devis d'installation de centrale chez vous et qui vous font une estimation du productible. Donc, si on prend un panneau de 425 watts crête, sa garantie produit de 30 ans sur ceci. Donc, ça fait comme si vous achetiez un panneau qui va vous produire 11 680 kWh sur 30 ans. Donc, c'est un peu comme une carte prépayée de téléphone, si ce n'est que c'est un panneau prépayé de kWh. Et il va vous distribuer ces 11 680 kWh pendant les 30 ans. Donc, si on fait un petit calcul par rapport au coût d'achat du kit, vous allez avoir un kilowattheure qui va vous revenir entre 4 et 4,5 centimes le kilowattheure. Sachant qu'aujourd'hui, le tarif régulé de vente de l'électricité est à 25 centimes. On voit qu'on est entre 6 et 7 fois moins cher parce que, en fait, notamment, le panneau en plug and play, on ne paye aucune taxe. On ne paye pas les accises sur l'électricité, on ne paye pas le turc, on ne paye vraiment que le coût de l'électron. Et les panneaux en plug and play, c'est vraiment aujourd'hui l'électricité la moins chère que vous pouvez avoir chez vous en production. Euh, pour mettre en face de vos consommations. Si vous arrivez même à optimiser le côté bifacial, c'est-à-dire augmenter le productif, comme on l'a vu tout à l'heure, ici je prends un exemple de 10%, ben, vous allez encore diminuer ce coût de revient de votre kilowattheure autoproduit. Il y a un autre logiciel qui s'appelle, vous avez l'adresse internet en dessous, qui s'appelle AutoCalSol. Alors, il y a deux versions. Il y a une version de base qui est gratuite et une version premium qui est payante. Mais avec les graphes que je vous montre ici, ils ont été faits avec la version de base gratuite. Vous rentrez en fait la consommation de votre foyer, la consommation globale annuelle. Moi, j'ai rentré 2500 kWh par an. Et vous rentrez les caractéristiques de votre panneau en plug and play. Et il va vous sortir ce graphique, en fait, suivant des profils moyens Enedis, calculés chez Enedis. Il va dire, bah, en janvier, vous allez consommer autant de kilowattheures, février, mars. Donc, très classiquement, on consomme plus en hiver qu'en été. Et par contre, les panneaux, ben, c'est l'inverse, ils vont produire plus en été et produire moins en hiver. Donc en bleu, vous avez la consommation et en jaune, vous avez la production de votre panneau. Ici, c'est avec un seul panneau. On peut avoir des vues qui sont encore plus fines, jour par jour. Et donc, on voit dans ce graphique-ci qu'à certains jours de l'année, au mois de juillet, ben, je vais avoir la production de mon panneau va produire la totalité de ce que je consomme sur la journée. Donc, vous voyez bien, quand on est au mois de juin, fin juin, juillet, voilà, c'est à ce moment-là qu'on a le plus de chances de produire parce que, en fait, mon talon de consommation correspond assez bien à la puissance du panneau. Et juste pour exemple, il va vous sortir ce petit graphique aussi d'autoproduction. Chez moi, un seul panneau solaire photovoltaïque en plug and play prend en charge 18,5% de ma consommation globale annuelle. Donc, c'est-à-dire que 18,5% de ma consommation d'électricité est à un tarif extrêmement réduit et elle n'est produite qu'avec un seul panneau. Donc, c'est juste pour vous démontrer aussi que c'est loin d'être négligeable, finalement, même avec un panneau. Alors ici, c'est parce que j'ai une consommation de 2500 kWh à l'année. Si vous avez 4500 kWh, évidemment, vous allez avoir un taux d'autoproduction qui ne va pas avoir le même pourcentage. Un petit calcul de rendement, ici c'est juste pour vous démontrer, je ne vais pas rentrer dans les chiffres très précisément, mais c'est juste pour vous montrer que vous amortissez, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien savoir au bout de combien de temps on va amortir le panneau, vous allez amortir votre panneau entre 4 et 5 ans de production. Donc, au bout de 4 ou 5 ans de production, le coût d'achat de votre kit va être amorti et tout le reste ne sera finalement que du bénéfice, surtout si on tient compte de l'augmentation du prix de l'électricité prévisible
Parce que ça, j'en suis convaincu, le prix de l'électricité, même si on nous promet en février une baisse des coûts de l'électricité, là, du tarif régulé prochainement, globalement, il va y avoir une augmentation parce qu'on a des frais énormes à mettre en face. On a en face notamment, et des frais dont on parle assez peu finalement, mais qui sont les frais de réseau. On a à modifier les réseaux, le passage énergie renouvelable à la place d'une énergie très centralisée comme on a, a déjà commencé, mais va encore continuer à engendrer des milliards d'euros d'investissement sur le réseau électrique français, et il faudra bien que ça soit payé par l'électricité que l'on consomme. Donc rien que ces coûts-là vont faire des hausses, à mon avis, vont garder des hausses significatives du prix de l'électricité. Ces 10 dernières années, on était en moyenne à plus 0,5 à plus 5% par an, dans les 10 dernières années. Donc voilà une vision de ce que ça peut donner si on veut un taux de retour sur investissement. Donc on peut se poser la question aussi en se disant, mais c'est vraiment de l'électricité pas chère, du coup ça vaudrait peut-être la peine de prendre 2 panneaux en plug and play. Comme ça, en fait, j'aurais 2 fois plus d'électricité pas chère. Sauf que il faut toujours rester dans l'optique qu'on travaille dans le talon de consommation. Et ici, j'ai fait la simulation avec toujours ma consommation de 2500 kWh à l'année, donc c'est le bleu. Eh ben, on va voir que pendant toute une partie de l'année, finalement, si j'ai 2 ou 3 panneaux, parce qu'on peut concevoir après plusieurs, ben, tout le jaune qui est au-dessus du bleu, c'est toute de l'électricité qui va être produite, que je ne vais pas consommer chez moi et qui va repartir sur le réseau. Parce que comme l'électricité ne peut pas rester en attente qu'elle soit consommée, elle va repartir sur le réseau, elle va faire le chemin inverse à travers votre compteur. C'est pas gênant, mais si ce n'est que c'est de l'électricité que vous allez donner gratuitement et qu'Enedis va revendre à votre voisin. Donc elle restera locale, mais elle va être revendue à votre voisin. Donc vous, dans le modèle économique, c'est moins intéressant. Effectivement, et à ce moment-là, on va réinjecter. Ici, on voit qu'on peut réinjecter, en fonction du nombre de panneaux qu'on y met, on peut réinjecter jusqu'à 30%, 40%. Et donc, du coup, on a une autoconsommation qui diminue en pourcentage. D'où, nous, on préconise toujours de commencer par un panneau en plug and play. On analyse ce que ça donne sur les résultats, voire on s'équipe d'un deuxième panneau éventuellement. Et on va voir juste après qu'il y a des moyens pour s'équiper éventuellement en un peu plus de panneaux. Il y a des personnes qui ont par contre des spécificités, enfin des choses très particulières, et on a eu notamment une personne qui a voulu acheter plusieurs panneaux parce que c'est un informaticien qui travaille à domicile et il avait 4 serveurs informatiques qui tournent en permanence, c'est son boulot, 24/24, 7 jours sur 7. Et donc là, il a un talent de consommation qui forcément est un talent de consommation qui est très important. Donc son but était d'effacer une partie de son grand talent de consommation en mettant plusieurs panneaux en plug and play. Le système qui permet éventuellement, il y en a 2 systèmes qui permettent éventuellement, si on veut rajouter plusieurs panneaux et profiter de kilowattheures moins chers, c'est ici dans ce cas, le premier présenté, c'est le routeur solaire. Le routeur solaire, c'est quoi? C'est un appareil électronique qui va mesurer en permanence la production de votre ou de vos panneaux et la consommation. La consommation, elle est représentée ici par la machine à laver que vous avez en haut à droite. Le routeur, dès qu'il va déterminer que la production solaire photovoltaïque est inférieure à votre consommation à un temps T, toute l'électricité va partir dans votre maison. Et là, ça ne pose pas de problème. Par contre, au moment où la production de vos panneaux est supérieure à la consommation, dans un schéma classique, le courant repart à travers votre compteur et repart sur le réseau Enedis. Et vous perdez, entre guillemets, vous perdez cette électricité qui va aller chez vos voisins, parce qu'elle ira toujours au plus proche, mais dans votre modèle économique, c'est de l'électricité que vous ne valorisez pas d'un point de vue financier. Le routeur, quand il va déceler que la production est supérieure à la consommation, il va envoyer cette production sur un ballon d'eau chaude. Parce qu'un ballon d'eau chaude, c'est le poste le plus énergivore dans une maison après le chauffage électrique. Ça coûte très très cher en énergie de fabriquer de l'eau chaude et de la maintenir chaude en fonction de la taille du ballon et du nombre de litres utilisés, mais ça coûte très très cher en énergie. Et donc tous les kilowattheures qui viennent de vos panneaux, que ce soit en plug and play, qui se rentrent dans le ballon d'eau chaude, c'est des kilowattheures qui vont vous coûter 4,5 centimes d'euros et que vous n'achèterez pas à 25 centimes sur le réseau. Donc là, on peut effectivement optimiser un maximum, et ce principe, c'est ce qu'on appelle faire une batterie thermique, une batterie eau chaude. Dans les batteries, dans le stockage de l'énergie électrique, aujourd'hui, on parle beaucoup des batteries, effectivement, les batteries lithium, les batteries plomb.
les batteries de voiture. On voit bien que ça rajoute des coûts qui sont difficilement amortissables, en tout cas, ou de façon intéressante. Aujourd'hui, en autoconsommation solaire photovoltaïque, ce qui semble le plus prometteur, c'est la batterie thermique. Alors, ici, c'est une batterie eau chaude. Il y a d'autres styles de batteries thermiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a avec des composés à changement de phase, dans du sable. Enfin, voilà, il y a pas mal de projets et qui sont aujourd'hui d'ailleurs suffisamment matures et qui commencent à sortir pour des gros projets. Mais pour le niveau individuel, la batterie eau chaude est vraiment un système très intéressant qui peut être développé. Et on a un autre système un peu plus simple encore. Un routeur solaire, c'est à peu près 200 euros, hein, 200 euros l'appareil. Mais on a un système encore plus simple qui est en fait un compteur qui va déterminer, il va suivre ce que produit votre panneau. Et vous allez en fait indiquer à ce compteur, vous allez le programmer et lui dire, bah, dès que la production, si vous savez que votre talon de consommation, il est à peu près à 300 watts, bah, vous dites à ce compteur, vous lui dites, dès que ma production solaire dépasse les 300 watts, tu donnes un ordre au disjoncteur qui est à côté à droite d'allumer mon ballon d'eau chaude. Ce qui fait qu'en fait, j'ai peu de chances du coup d'avoir de l'énergie qui va repartir sur le réseau à travers mon compteur, mais cette énergie va repartir, va aller alimenter le ballon d'eau chaude et va commencer à chauffer un petit peu. C'est tous des kilowattheures qui ne seront pas tirés sur le réseau pour pouvoir commencer à chauffer mon eau chaude dans mon ballon. Et ça, c'est un système encore plus simple, parce que les deux appareils-là, ça vaut 40 euros à peu près à monter. Et c'est un système qu'une personne qui nous a acheté un kit a monté chez lui, là, qui est un voisin près de chez moi ici, et on est extrêmement satisfait, ça marche très très bien. Et c'est un système encore plus simple. Et voilà, donc, et là, ça peut même fonctionner si on est en heure creuse, heure pleine, puisque le disjoncteur dit intelligent peut permettre de forcer l'allumage du ballon d'eau chaude hors de sa programmation heure pleine, heure creuse. Donc voilà, c'est un système qui peut fonctionner comme ceci aussi. Et là, maintenant, on va passer à des idées d'installation de panneaux en plug and play. Là, je vais laisser la parole à Vincent. Donc, voilà. Ça, il n'y a rien d'exhaustif là-dedans, mais c'est pour montrer toutes des idées de comment des personnes qui nous ont acheté des kits ont fait ou ce qui peut être fait. En sachant que chacun a des configurations et des domiciles et des maisons et voilà, qui sont extrêmement différentes. Donc, il y a plein de choses à faire avec les panneaux et il y a encore certainement plein de solutions à inventer. Merci Michel. Effectivement, on a récolté quelques photos de précédents participants à ces ateliers, donc qui nous montrent un peu comment ils ont fait une fois qu'ils sont rentrés chez eux, qu'ils avaient leur panneau qui était câblé, testé, donc qui était opérationnel. Et c'est ce qui vous arrivera aussi certainement en rentrant chez vous, si vous faites le choix de prendre un kit. Il faudra l'installer et le mieux c'est de lui trouver la plus belle place au soleil, ça, c'est une première chose, et ensuite c'est de trouver un support pour que il soit bien calé, et donc là on va passer en revue quelques photos de différents retours d'expérience. Alors il y a une façon assez simple, c'est la photo en haut à droite. Et puis en haut à gauche, c'est de s'appuyer sur une palette, ça qu'on peut trouver assez facilement, et qu'on va ensuite étoffer en rajoutant des barres de bois ou métalliques, hein, selon comment on est le plus à l'aise à bricoler, pour pouvoir fixer le panneau et lui mettre une petite inclinaison. Et puis la personne qui a utilisé une palette là en haut à droite, en fait, a rajouté aussi des petites roulettes en dessous, ce qui permet de bouger le panneau assez facilement. C'est pour le déplacer quand il y a besoin, et parce que l'endroit le permettait aussi. Et après, si on est plus à l'aise avec d'autres matériels, là en bas à droite, par exemple, c'est quelqu'un qui a récupéré des montants d'étagères métalliques qu'il a trouvé dans un magasin de bricolage, et il a rajouté deux barres de métalliques avec différentes positions en fait, et donc ce qui permet de changer assez facilement l'inclinaison du panneau, parce que c'est vrai que le panneau solaire, ça peut être bien de le mettre plus vers la verticale
quand on est en hiver, parce que il va prendre le soleil qui est plus rasant sur l'horizon. Donc pour avoir une lumière incidente qui soit perpendiculaire au panneau, c'est bien de relever le panneau. Et puis en été, par contre, on va le remettre beaucoup plus à plat, beaucoup plus vers l'horizontale, et parce que le soleil est plus haut dans le ciel, donc il sera mieux à capter les rayons du soleil, de la lumière qui arrive plus en hauteur. Et puis enfin une photo d'une personne qui a mis son panneau sur un bout de toiture ardoise qu'il avait. Et en fait, c'est quelqu'un même qui nous a fait toute une fiche technique qui présente comment il a procédé, auprès de quel fournisseur il s'est adressé pour trouver des rails. Donc en fait, on achète comme support, c'est des rails et des crochets. Les crochets, on va les fixer sur les chevrons, donc on enlève 3-4 ardoises, on fixe les crochets sur le chevron, on met les ardoises et après on va fixer les rails dessus et les panneaux solaires, on va venir les fixer sur les rails avec des mâchoires qui vont venir tenir le cadre du panneau solaire. D'autres exemples, là, quelques-uns ont mis leurs panneaux sur un abri de jardin, par exemple. Donc, ce qui souvent, notamment parce que l'abri de jardin était déjà équipé d'une prise de courant, donc comme ça, on a le panneau qu'on installe pas loin de la prise de courant. C'est vrai que c'est une contrainte à avoir, c'est que le panneau, il faudra le mettre à proximité d'une prise de courant pour pouvoir le brancher. En l'occurrence, en haut à gauche, là encore, il y a eu l'idée de rajouter un bras métallique avec plusieurs positions pour donner des inclinaisons différentes au panneau. Mais on peut le faire aussi en bois si on est plus à l'aise avec des bricolages plus avec du bois, comme en bas à gauche. Et puis en haut à droite, on présente c'est quelqu'un qui a fait un bricolage un peu plus sophistiqué et avec deux panneaux solaires, donc un qui est sud-est, l'autre sud-ouest, et le tout avec un support qui est planté dans le sol. Et c'est vrai que le panneau qui est orienté sud-est, il captera plus la lumière le matin, et l'autre sud-ouest plutôt la lumière l'après-midi. Et donc, effectivement, l'orientation qu'on donne au panneau, si on a la possibilité de choisir, c'est bien de trouver pour que ça coïncide le mieux avec les périodes de consommation que l'on peut avoir soi-même. Puisque comme ça, le panneau, grosso modo, si on est plus du matin, on mettrait le panneau plutôt vers l'est et comme ça, il va effacer plus la consommation que l'on fait le matin. Et puis à l'ouest, si on est plus à consommer l'après-midi. Autre possibilité d'installation, c'est tout simplement de façon verticale. On peut l'accrocher comme un cadre au mur. Notamment, ça peut être astucieux quand on est avec un balcon et qu'on a peu de place disponible au sol, en le mettant contre le mur, enfin fixé au mur. Du coup, on va pas manger de place, d'espace sur le balcon. Éventuellement, on peut écarter un peu le bas du panneau en rajoutant une petite patte de fixation qui va venir mettre une petite inclinaison de quelques degrés qui va améliorer un petit peu la production du panneau. On peut le mettre aussi tout simplement au bord d'une terrasse. Là, c'est en bas, à côté de la porte qui amène à la terrasse. Ou sur une coursive. Voilà, c'est là que c'est aussi tout à fait pertinent de l'accrocher au mur, comme en montrant en haut à droite, parce que on n'a pas beaucoup de place au sol. Ensuite, autre façon, c'est de mettre au-dessus d'une porte ou au-dessus d'une fenêtre, donc en marquise ou en ombrière. En marquise, ça permet d'avoir la fonction aussi d'abri au-dessus de la porte d'entrée pour être protégé de la pluie
quand ça arrive. Et au-dessus de la fenêtre, en ombrière, ça va permettre d'apporter un peu d'ombre et de fraîcheur du coup à la pièce à l'intérieur pour les journées en été. Et puis en hiver, comme c'est suffisamment au-dessus de la fenêtre, la lumière plus rasante va pouvoir rentrer dans la maison à une période de l'année où on sera bien content d'avoir un peu plus de lumière à rentrer dans l'habitation. Et puis en bas, c'est un participant il y a quelque temps et qui est en zone littorale. C'est dans les Côtes d'Armor et il a mis ses panneaux. En fait, il y a deux maisons contiguës, mitoyennes, et donc il y a le panneau qui est mis sur au-dessus de chacune des portes d'entrée. Et il a fait sa déclaration d'urbanisme, parce que là, comme on change l'extérieur de l'habitation en fixant un matériel à plus d'1,80 m de hauteur et fixé à l'habitation. Donc, il y a une déclaration à faire en mairie, une déclaration d'urbanisme. C'est pas compliqué, hein, c'est un CERFA où il n'y a pas beaucoup de cases à remplir pour décrire le matériel. Et comme il est en zone littorale, ça a été soumis à l'architecte des bâtiments de France et ça a été validé. Et puis sinon, ça peut se mettre aussi en rambarde de balcon, comme sur les exemples à droite. Donc soit juste pour un balcon, soit quand c'est pensé de façon intelligente avant la construction de l'immeuble, ça peut être mis de façon généralisée sur tous les balcons. Et en plus, du coup, ça a sa fonction de garde-corps et donc de sécurité pour les personnes, en plus de produire de l'électricité. Et sinon, sur une rambarde existante, ça se fixe assez simplement, comme là aussi sur l'exemple sur la photo qui est au milieu, sur une clôture verticale, rigide, en quelques crochets pour fixer le panneau dessus et le tour est joué, quoi. Après, il existe aussi des clôtures plus sophistiquées qui sont prévues, qui intègrent déjà des panneaux solaires et tout le raccordement qui va avec. Donc ça permet d'avoir la fonction de clôture et qui est enrichie en fait d'une production d'électricité. On aura tendance à mettre les panneaux comme ça en vertical, notamment en clôture, surtout s'ils sont bifaces en est-ouest. Comme ça, en étant vertical, ils auront mieux les lumières du matin et du soir, qui sont plus rasantes sur l'horizon. Et du coup, les mettre plutôt à l'est et à l'ouest pour avoir les meilleures productions le matin et le soir. Et en plus, ça va mieux coïncider avec les heures où, en général, on consomme de l'électricité. C'est beaucoup en début et en fin de journée. Donc, ça peut être pertinent pour profiter de l'électricité produite au sein de l'habitation. Et on peut même faire la table de jardin photovoltaïque. Soit on le trouve dans le commerce, comme c'est sur les images qu'on a récupérées là en haut à gauche, soit on part d'une table existante et puis on va venir juste poser le panneau solaire dessus, le fixer, voire être un peu plus bricoleur et on rajoute sur une des arêtes du panneau des charnières qu'on va fixer sur un support et comme ça on va pouvoir relever le panneau. En tout cas, quand on mange pas, on peut relever le panneau et lui donner une inclinaison qui donnera une meilleure production. Et puis, au moment où on passe à table, on rebaisse le panneau, on le remet à l'horizontale, on met une nappe pour protéger la vitre et on met la table. Alors pendant qu'on l'utilise comme ça avec une nappe, il n'y aura pas de production photovoltaïque, mais finalement le temps où on utilise la table pour déjeuner, en général, c'est un temps assez court par rapport à toutes les heures de production que peut avoir un panneau solaire sur la journée.
Voilà, après, il y a des tables type camping qui existent, qui sont aussi photovoltaïques. Donc ça, c'est pour les façons de trouver une place à son panneau solaire une fois qu'on rentre chez soi. Et il y aura aussi une autre chose à faire. Alors, on n'est pas tenu, enfin, on n'est pas obligé de faire cette déclaration-là avant de pouvoir utiliser son panneau, mais il faut le faire. Et il y a une déclaration à faire auprès de Enedis où vous allez devoir déclarer que vous devenez producteur d'électricité. Et donc, dans le livret qu'on mettra dans le kit, il y a des copies d'écran donc sous forme de pas à pas, la description de comment procéder pour faire cette déclaration. Il y a, c'est des formulaires qui s'enchaînent sur 3-4 pages, je crois, où on va dire donner son adresse, donner les caractéristiques du panneau, sa puissance, et notamment vous allez charger dans l'espace prévu pour ça la fiche de certification de l'onduleur, comme quoi il est bien selon les bonnes réglementations. Et notamment, la plus importante, c'est que l'onduleur soit bien à découplage de phase, c'est-à-dire que il est prévu pour se couper et donc empêcher la production de s'injecter dans la prise de courant si l'onduleur ne détecte pas le, la porteuse, le courant électrique qu'il y a dans le réseau public, le courant 230 volts et fréquence 50 Hz. C'est extrêmement important parce que c'est pour des raisons de sécurité. Hein. Si Enedis doit couper le courant dans la rue pour intervenir sur le réseau, il faudrait pas qu'il y ait une ou plusieurs personnes à avoir des panneaux solaires, par exemple, qui chercheraient à injecter la production sur le réseau, parce que le technicien, il risque de se prendre une joute et il le faut pas. Donc c'est obligatoire que l'onduleur se coupe si on n'a plus de courant à l'entrée de l'habitation. Donc ça signifie que le panneau ne peut pas non plus fonctionner si il y avait eu pour cause de je sais pas de tempête par exemple coupure de courant. C'est pas le panneau solaire sur qui on peut compter pour prendre le relais puisque il va couper sa production puisqu'il ne détectera pas le courant du réseau. Voilà, alors j'ai rajouté une petite slide normalement. Voilà, parce que c'est une question qui arrive de plus en plus, enfin, qu'on a de plus en plus souvent là maintenant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a eu une modification de la norme électrique française qui est en cours. Une modification, elle n'est pas encore tout à fait applicable, mais quasi, qui est la NF 1500. Donc ça, c'est la norme électrique. Et donc, il y a eu une crainte que cette norme interdise les panneaux en plug and play. Et donc là, je vous donne, donc apparemment, la crainte, on peut ne pas en tenir compte. Et là, je vous donne l'avis simplement de Pierre-Emmanuel Roger, qui est le cofondateur de BIM Énergie. BIM Énergie, c'est un des premiers aussi qui a vendu des panneaux en plug and play qu'on trouve notamment chez Leroy Merlin. Enfin, sans vouloir faire de pub, c'est des petits panneaux carrés. Et en fait, lui, il a participé au comité de rédaction de la nouvelle version de la norme avec l'AFNOR. Et en fait, il y a deux choses sur lesquelles il insiste. Les kits sont mobiles et se branchent donc sur une prise 230 volts, alors que la NF 1500, elle ne s'applique qu'aux installations situées entre l'arrivée d'Enedis dans l'habitat et le socle des prises 230 volts. Donc tout ce qui est mobile n'est pas concerné dans la NF 1500. Et en plus, la NF 1500, c'est pas une loi, c'est un référentiel technique. Donc voilà, tous ces deux aspects-là montrent qu'en fait, les panneaux en plug and play sauraient nécessiter un peu plus de précision, mais visiblement, ça va rester comme ça. Et donc, ça ne concerne pas en fait les kits en plug and play. Voilà, je livre l'information parce que c'est des questions qu'on a maintenant, parce que les personnes l'entendent dans la presse. Donc, on va pouvoir laisser maintenant passer aux questions éventuelles. Tout à fait, merci beaucoup. Est-ce que parmi vous, il y a des questions? Si oui, vous pouvez soit lever la main avec les réactions
en bas de la fenêtre ou les écrire via le chat si vous préférez. On les lira à voix haute. Je ne vois pas de réaction. Est-ce que c'était tellement clair? Ah, hop. Alors, on a eu Ben du Buissonnant qui nous accueille d'ailleurs pour cette rencontre. Je pense qu'il est en train d'écrire une question. Et sinon, il y a Brendan qui a levé la main. Brendan, si tu veux prendre la parole. Activer le micro. Je Non, peux. ton micro est coupé, Brendan. Alors, je peux peut-être le faire. Non. Peut-être que toi, Michel, tu peux, vu que tu es administrateur du... Non, je crois pas que je peux. Non, il faut que tu cliques sur la petite icône du micro que tu as, Brendan, pour pouvoir réactiver le son. Moi, je peux pas le faire à distance. Oui, c'est bon. Ah, Excusez-moi. voilà. Désolé. Désolé, j'utilise Zoom pour la première fois, donc j'avais du mal à trouver ce micro. Et je suis sur un écran tactile, donc c'est pas simple. Merci pour la présentation, c'était très clair. Donc si j'ai bien compris, en fait, il est impossible d'installer un panneau plug and play sur une toiture de manière fixe. Si, c'est possible, hein. La seule contrainte, c'est que du coup, dans ces cas-là, il faut faire une déclaration d'urbanisme, puisqu'en fait, la déclaration d'urbanisme à faire en mairie, elle est obligatoire à partir du moment où le panneau est fixé à l'habitation et qu'il est situé au-delà de 1,80 m par rapport au référentiel sol classique de la maison. Ça, c'est là ce que la réglementation d'urbanisme dit. Donc, si vous avez un doute, Ok. ben, vous vous adressez à la mairie. C'est un petit CERFA, c'est pas très compliqué à remplir, hein. Par contre, si vous avez, par exemple, un panneau au-dessus d'un garage, vous avez un garage à toit plat et vous allez y déposer votre panneau sur une palette que vous avez faite, et ça, il n'est pas fixé à l'habitation, donc il n'y a pas de déclaration d'urbanisme à faire. D'accord. Et par rapport Ah, aux normes, par rapport à la norme que vous avez mentionnée, non, en non, toute c'est fin, là, c'est même pas de s'il est souci. fixé à la maison, c'est pas en fait la norme, elle ne concerne que tout depuis le compteur Enedis jusqu'au bloc prise. Mais tout ce qui est branché sur le bloc prise, que ça soit le D'accord. panneau en plug and play, que ça soit une cafetière, que ça soit une plancha électrique et tout ça n'est pas concerné par la norme NF 1500. Ok. Super. C'est très clair. Merci beaucoup. Nous avons aussi une question de Ronan qui nous demande si le routeur fonctionne avec tout type de chauffe-eau. Alors non, le routeur ne fonctionne principalement, la plupart en tout cas, qu'avec les chauffe-eau les plus simples finalement, et ceux qui sont en thermostat mécanique. Ceux qui sont à thermostat électronique, il y a moyen de les modifier pour le faire fonctionner. Mais sinon, il existe une autre solution, et notamment pour ceux qui ont des chauffe-eau thermodynamiques. Là, le routeur ne va pas bien fonctionner du tout. Donc, dans ces cas-là, en fait, il y a une astuce. C'est qu'en fait, on peut s'équiper d'un petit ballon d'eau chaude 50 litres, 50 ou 75 litres, ça dépend un peu après de la consommation de la maison, mais 50 litres, c'est déjà pas mal. Qui sont des ballons d'eau chaude donc très simples, hein, avec un thermostat mécanique, qui sont pas très très chers à l'achat. Et en fait, on va préchauffer l'eau dans ce ballon-là. Et c'est l'eau déjà préchauffée de ce ballon-là qui va alimenter le chauffe-eau que vous avez actuellement qui fabrique l'eau chaude. Donc en fait, vous allez rentrer de l'eau chaude déjà un petit peu chauffée. Et donc vous avez ce qu'on appelle un ballon tampon en initial. C'est comme aujourd'hui, par exemple, une machine à laver ou un lave-vaisselle, vous pouvez rentrer déjà dedans, dans certains, directement de l'eau chaude. Parce qu'en fait, ça coûte moins cher de faire de l'eau chaude avec sa chaudière ou avec un gros ballon d'eau chaude que de la chauffer individuellement dans chacune des machines. Ben, c'est exactement le même principe. On va mettre un petit ballon tampon entre les deux. Merci Michel. Il y a aussi Laurence qui nous demande si... Alors, Laurence nous dit qu'elle a 4 logements et elle nous demande si elle peut donc acheter 4 panneaux. Habituellement, on commence d'abord par poser un panneau par personne, puis ensuite, s'il en reste pour la commande en question, on va vous proposer d'en prendre 2 ou plus. Je ne sais pas si vous voulez compléter ma réponse, Michel et Vincent. Ben, c'est tout de voir, c'est quatre logements qui sont occupés à l'année ou c'est des logements qui servent plutôt de gîte ou d'utilisation
ponctuels. Si c'est des logements qui sont occupés par l'année, ça peut s'avérer effectivement intéressant. Alors après aussi, c'est de voir est-ce qu'il y a un compteur par logement ou est-ce que c'est un compteur général qui distribue les cartes logements. Mais si c'est des logements qui sont à l'année, ça peut s'avérer pertinent de mettre un panneau par logement. Là maintenant, après, c'est de voir avec effectivement la volonté d'Enercop, c'est que chacun puisse être servi. Et s'il reste des panneaux, effectivement, dans le nombre de panneaux, à ce moment-là, c'est équipé de 4. Mais c'est toujours faire très attention à toujours rester dans son talon de consommation, sauf si on décide de passer par un système de routeur ou le système du disjoncteur connecté qui vous permet de rajouter un nombre de panneaux. Mais ça peut être fait même dans un second temps, d'un nombre de panneaux plus important, effectivement. Et alors, aussi, sur l'eau chaude, on travaille d'abord sur l'isolation de son ballon d'eau chaude. La plupart des ballons d'eau chaude en France sont sous-isolés. Enfin, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs. Et alors que c'est pas tellement compliqué de mieux isoler. Vous prenez des bouts de laine de verre que vous avez à gauche et à droite et vous l'enveloppez autour et vous l'attachez avec de la sangle. Vous allez surisoler votre ballon parce que la plupart du temps, nos ballons sont pas assez isolés. Et ce qu'il y a aussi, c'est que nos ballons, la plupart du temps, sont surdimensionnés par rapport à notre besoin. Et donc, en fait, quand vous avez un ballon qui est surdimensionné par rapport aux besoins, vous allez faire un maintien d'eau chaude à 55-60 degrés, 24 heures sur 24, 365 jours par an, alors qu'en fait, vous avez une consommation qui ne justifie pas du tout. Et ça peut arriver notamment quand on avait des enfants, puis les enfants grandissent, ils ont quitté la maison, on se retrouve en couple et on a un ballon qui est toujours dimensionné comme pour une famille de 5 et on se retrouve avec le même ballon qui fonctionne toujours. Et dans certains cas, c'est même intéressant. D'un point de vue recyclage du matériel, c'est pas très intéressant, mais il faut peut-être trouver quelqu'un d'autre à qui ça peut intéresser ce ballon-là. C'est de changer de ballon et on fera finalement, au final, des économies parce qu'on aura un ballon qui sera mieux adapté à ses consommations. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est à voir aussi. Donc toujours travailler sur les économies et l'efficacité énergétique. Et puis effectivement, ben, on met des panneaux en face pour continuer à produire ce dont on a besoin, et notamment dans le talon de consommation. Parfait. Et je vais te communiquer une dernière question avant de clôturer. Est-ce que il est possible de se fournir en option dans le kit des fixations pour toiture ardoise? Alors nous, on ne le fait pas, on ne le propose pas en tout cas aujourd'hui, tous les systèmes de fixation, parce que le problème, c'est comme chacun a des logements différents et des possibilités différentes, il faudrait qu'on propose des systèmes de fixation assez variés. Nous, on n'est pas une grosse entreprise, hein, on est une coopérative, donc on n'a pas d'entrepôt de stockage et tout ça, donc on travaille en flux tendu et on a la logistique à traiter pour nous à un coût aussi, qu'on devrait répercuter. Donc, en fait, par contre, on peut vous indiquer, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'endroits, on peut vous indiquer, que ce soit pas de l'achat en ligne ou de l'achat en magasin, où vous pouvez trouver ce type, que ce soit des fixations pour toiture ardoise, fixations pour toiture tuile, ou des bâtis déjà tout faits qui vous permettent de le déposer sur une terrasse si vous n'êtes pas du tout bricoleur. On peut vous transmettre en tout cas des adresses où il y a moyen d'acquérir ce matériel-là de façon très facile. Parfait, merci beaucoup. Et je complète les informations en vous disant qu'on vous enverra la semaine prochaine les bons de commande pour que vous puissiez nous les retourner avec les paiements. Et seront indiqués dessus les tarifs et le lieu auquel nous nous retrouverons pour ce groupement d'achat. J'en profite pour répondre à Philippe sur la question. L'engagement d'achat se fait au plus tard le 17 février de cette année et on a basé une date pour permettre ensuite de proposer à d'autres personnes s'il nous reste des panneaux et ensuite de pouvoir vous reproposer si vous voulez plusieurs panneaux. Donc, il sera possible d'aller un petit peu plus tard, mais on a besoin quand même de les avoir assez rapidement pour... les premiers qui vont nous les envoyer seront certains d'avoir un panneau pour eux. Voilà. Merci beaucoup. Merci Michel et Vincent. Est-ce que vous avez envie de dire un dernier mot? Non, Peut-être. merci, une bonne soirée, puis au plaisir de vous rencontrer dans le 22. Merci. Ouais, ce sera avec plaisir. Bonne soirée. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.